Bienvenue sur L'étoffe d'un chef, une chaîne qui s'intéresse aux grands chefs d'État du XXe siècle. Ici, on a parlé de Boumedienne, du roi Hassan II, d'Hafez el-Assad, de Saddam Hussein, de Mussolini, de Franco et bien d'autres. Aujourd'hui, mes amis, on va parler un petit peu de la Perse. Alors minute, la Perse, c'est l'Iran, on est d'accord, hein, ils ont juste changé de nom. Le pays que nous connaissions depuis toujours sous le nom de Perse a toujours été nommé Iran par les Persans eux-mêmes. En 1935, Reza Shah, souverain de Perse, a décrété que toutes les chancelleries du monde devront désormais le nommer Iran et non Perse. Et la raison qu'il invoque, c'est son désir de moderniser le pays. Il avait l'impression que le mot Perse était associé à un imaginaire un peu enfantin et archaïque. On a déjà en tête les tapis volants, la lampe d'Aladin, tout ça. Et maintenant, il va trouver un nouveau nom, Iran, qui fait plus sérieux et qui va prouver son désir d'occidentaliser et de moderniser le pays. Après, moi je te cache pas qu'à mon humble avis, il n'aurait pas dû changer le nom. Bah oui, depuis 79, la réputation de l'Iran est justement d'être un pays complètement archaïque. Je dis pas que c'est le cas, mais en tout cas c'est la réputation de l'Iran en Occident, et donc pour moi ça rend cet argument complètement caduque. Oui, Perse, ça avait un côté conte des mille et une nuits, mais au moins c'était associé à un imaginaire positif, beaucoup plus que l'Iran aujourd'hui. Bon après, t'en penses ce que tu veux. D'ailleurs pour l'anecdote, le mot Iran avait un autre avantage à l'époque, qu'il n'a plus aujourd'hui. Il avait la même étymologie que le mot arien. Attends, les Ariens, c'est quoi? Parce que j'ai bien une image dans la tête, mais je me demande si on pense à la même chose. Ben si tu sais, les Ariens, cette fameuse race parfaite auquel les Allemands prétendaient être rattachés à l'époque du nazisme. Les Iraniens et les Allemands sont cousins? Les nazis l'ont sûrement pensé. Alors aujourd'hui, on parlerait plutôt d'une parenté linguistique, plus que raciale. Les langues iraniennes et les langues germaniques sont toutes issues du groupe indo-européen, ça c'est tout à fait vrai. Mais pour en revenir à Reza Shah, le mot Iran en 1935 ne pouvait qu'encourager un rapprochement entre la Perse et l'Allemagne, au moins de façon un peu symbolique. Et il n'y a pas à s'en formaliser, hein, c'est un rapprochement tout à fait compréhensible étant donné leurs ennemis communs à l'époque. Mais la Perse existe depuis quand ? En tant qu'entité politique, il faut remonter aux Mèdes et aux Perses, qui en 625 avant Jésus-Christ ont bâti très rapidement un empire à dimension continentale. Il s'agit de l'empire achéménide. Cet empire achéménide fut pourtant détruit par Alexandre le Grand. La Perse va retrouver son indépendance et va résister même à l'empire romain sous les Parthes, puis les Sassanides. Un passé donc ancien, surtout si on compare à la France par exemple, un passé ancien, prestigieux, dont témoignent de nombreux sites archéologiques, dont Persépolis par exemple. Et c'était des empires musulmans, c'est ça? À l'époque? Ben non, Mahomet n'apparaît qu'au 7e siècle. Sous les Achéménides, les Parthes et les Sassanides, la religion officielle était le mazdéisme. C'est un monothéisme fondé par un certain Zoroastre, personnage dont on ne sait pas grand-chose et dont la date de naissance est estimée entre 1500 et 550 avant Jésus-Christ. Ouais, visiblement ils ont pas beaucoup d'infos sur le gars, la fourchette est tellement grande qu'il aurait eu le temps de vivre et de mourir et de revivre 15 fois d'affilée sans avoir besoin de changer l'article Wikipédia. Bon, le mazdéisme en tout cas, c'était la religion officielle jusqu'à l'arrivée des Arabes. Et aujourd'hui encore, il en reste quelques communautés connues sous le nom de Guèbres. En 636, après la bataille d'Al-Qadisiyah, les Arabes déferlent sur la Perse, quelques années après la mort du prophète Mahomet. Et ils tentent de faire adopter l'islam par les Persans. Donc la religion persane, c'est l'islam à partir de cette date, même s'ils ne deviennent vraiment majoritaires dans le pays que vers le Xe siècle. Mais il n'y a pas une histoire comme quoi les Arabes et les Persans n'ont pas la même religion, enfin pas tout à fait? Alors là tu fais référence au conflit entre sunnites et chiites. C'est vrai que la Perse est un pays chiite, ce qui est plutôt original chez les musulmans. Mais attention, elle ne devient un pays chiite qu'en 1501. Donc tous ces intellectuels persans, poètes, astronomes, théologiens, qui étaient parfois à la cour du calife de Bagdad, ou qui ont servi l'un ou l'autre de ces innombrables conquérants qui sont passés et repassés sur le territoire iranien, n'étaient pas chiites, mais bien sunnites. Et un beau jour, ils ont changé de branche. En 1501, une nouvelle dynastie, les Séfévides, monte sur le trône. Et ce sont eux qui imposent le chiisme duodécimain dans tout le pays, qui est un courant de pensée globalement minoritaire dans le monde musulman. Et quel est l'intérêt? Il faut que ce soit une conversion sincère, parce que
ça va juste les isoler en fait. C'était un moyen de s'affirmer face à un voisin, le sultan ottoman, à Constantinople, qui a des prétentions au califat. Dans le cas où le sultan ottoman deviendrait calife, comme ce sera le cas en 1517, les Persans ont un argument facilement opposable pour échapper à son autorité. Ils ne reconnaissent pas le califat, puisqu'ils sont chiites désormais. D'où les innombrables conflits qui vont apparaître entre le Shah de Perse et le calife ottoman. Et notez bien que cette conversion au chiisme, elle a été violente. Elle a été appliquée par des persécutions sanglantes, notamment à Tabriz, à Ispahan, à Hérat, contre ceux qui persévéraient dans le sunnisme dans le pays. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans un autre épisode j'avais expliqué que l'Espagne, entre 1485 et 1520 grosso modo, a provoqué l'homogénéisation religieuse de son territoire, notamment grâce à l'Inquisition et donc dans la violence. Au même moment, à la même période, la Perse fait plus ou moins la même chose en fait. Alors si vous voulez en savoir plus sur ces différences entre chiites et sunnites et les différents types de chiisme, j'ai fait une vidéo qui va bientôt sortir et que je vous encourage vivement à visionner. Il y en a d'autres dans le monde d'ailleurs des pays chiites ou c'est le seul? Mais aujourd'hui, l'Iran est le pays chiite par excellence, mais il existe aussi des populations chiites de décimènes, arabes, en Mésopotamie, au Liban ou encore dans le Hassa en Arabie. Parlons maintenant de la langue. La langue de l'Iran, c'est le persan. Voici la carte des locuteurs du persan. Ah oui, en fait, il déborde complètement vers l'Orient. Oui, notamment sur l'Afghanistan et le Tadjikistan actuel. La culture iranienne de façon générale est très présente dans ces régions qu'on appelait autrefois Khorasan. Mais seulement là-bas, les Persans sont restés en marge de la politique d'unification religieuse des Séfévides, et ils ont fini par échapper à leur autorité. Alors, l'usage du vieux perse comme langue officielle remonte à loin, elle remonte aux Parthes et aux Sassanides. Le mot Shah, qui est aujourd'hui la titulature officielle pour désigner les souverains de Perse, est une abréviation de Shahanshah, qui veut dire roi des rois en persan. Le véritable acte de naissance de la langue persane moderne, c'est la rédaction du Shahnameh, le livre des rois, qui a été écrit et versifié par le poète Ferdoussi aux environs de l'an 1000 pour le célèbre sultan Mahmoud de Ghazni dans le Khorasan. Je précise que c'est dans le Khorasan pour vraiment souligner que la culture iranienne en fait dépasse largement le pays qu'on appelle aujourd'hui l'Iran. Et oui, la cour de Ghazni se situait dans l'actuel Afghanistan. Et cette langue persane, eh bien, elle s'écrit avec l'alphabet arabe. Alors si vous feuilletez un peu les livres d'histoire à propos de la Perse, vous allez vous apercevoir que ce territoire a été fréquemment envahi. En fait, à partir de l'ère islamique, les dynasties se sont succédées les unes aux autres et il était extrêmement fréquent que le souverain ne soit pas lui-même un persan. Par exemple, à l'époque des Abbassides, les Persans avaient pour maître le calife de Bagdad, qui est un arabe. Et par la suite, les innombrables conquérants de la région sont généralement des étrangers qui ne parlent pas le persan. Toghrul Beg est un turc, Ogodei est un mongol, Tamerlan est un turc, même si lui il parle le persan pour le coup. Et puis plus récemment, les Séfévides dont j'ai parlé et qui donneront à la Perse son apogée historique sont turcs, et les Qadjars après eux le sont aussi, donc il ne faut pas s'étonner si la langue parlée à la cour du Shah n'est pas la même que la langue des Persans. Mais il n'y a jamais eu de Shah proprement iranien à l'époque islamique. Il y en a eu parfois, les Samanides par exemple, mais ils sont plutôt l'exception que la règle. Alors ça n'empêche pas que la Perse est un pays dont la culture est si riche et raffinée qu'elle assimile facilement les souverains, aussi bien en Perse que dans le grand Khorasan. Les Persans, ils ont les meilleurs savants, les meilleurs philosophes, mais aussi les plus grands mystiques et les plus grands poètes de la région. Ils ont Avicenne, Omar Khayyam, Al-Khwarizmi, etc. Sous Tamerlan, puis sous les Séfévides, la Perse rayonnera par l'érection des plus beaux joyaux de l'architecture religieuse, aussi bien en Asie centrale qu'en Iran. Alors, parlons un peu maintenant des groupes ethniques. Outre les Persans, il y a d'autres groupes ethniques dans le pays. Ce sont les Kurdes, au Kurdistan iranien, les Azéris, dans ce qu'on appelle l'Azerbaïdjan iranien et qu'on peut rapprocher ethniquement de l'Azerbaïdjan indépendant, qui est plus au nord. Les Azéris sont la population majoritaire de la ville de Tabriz, par exemple. Il y a aussi les peuples caspiens, du Gilan et du Mazandéran, qui parlent leur propre langue, les Turkmènes, les Baloutches au sud-est, et enfin les Arabes,
qui vivent dans certaines parties de la province du Khouzistan, et qu'on peut apparenter aux chiites vivant en Irak. Religieusement, tous ces peuples sont chiites, à l'exception toutefois des Kurdes au nord-est, les Turkmènes et des Baloutches au sud-est, qui sont sunnites. Il y a accessoirement quelques communautés religieuses tolérées, dont la plus visible est celle des chrétiens arméniens. Les Azéris et les Turkmènes parlent des langues turciques, c'est-à-dire qu'on les rattache plutôt au monde turc qu'au monde persan, tandis que le kurde, le baloutchi et les langues caspiennes appartiennent bien au groupe des langues iraniennes. Et tous ces groupes ethniques, en fait, ils ont tendance à se rebeller, c'est ça j'imagine? En fait, il y en a deux qui sont effectivement susceptibles de se rebeller pendant le XXe siècle. Les Kurdes, bien sûr, les Kurdes rêvent encore du Kurdistan, cet État qui serait à cheval sur l'Iran, l'Irak, la Turquie et la Syrie. Quant aux Azéris, leur situation est similaire. Ils semblent partagés entre un Azerbaïdjan iranien au sud et un autre indépendant aujourd'hui, mais qui était sous domination russe au XXe siècle. Azerbaïdjan et Kurdistan sont des régions où la pression des Russes et l'idéologie marxiste sont fortement diffusées. Les soviétiques ont eu beau jeu d'y déployer leur propagande et de les encourager secrètement à la sédition, surtout en 1946. Alors pourquoi la Perse devient un pays si central dans la géopolitique au XXe siècle? Pourquoi les Américains s'y sont souvent immiscés pendant la guerre froide? Qu'arriva-t-il en 1979? Est-ce que pour bien comprendre 1979, il ne faudrait pas se pencher sur des événements qui sont arrivés peut-être 10 ans, 30 ans, 50 ans auparavant? Oui, probablement. Et qui est cet étrange personnage qu'on appelle l'Ayatollah Khomeini exactement? Je vous encourage à adhérer à mon site l'étoffedunchef.fr pour seulement 4 € par mois et vous aurez alors accès à toutes mes vidéos privées, y compris tout mon travail sur l'Iran, un travail qui retrace l'histoire de l'Iran contemporain de 1906 à nos jours à peu près. Vous y trouverez des analyses personnelles qui ne se trouvent pas forcément dans la littérature disponible à ce sujet. Si vous ne voulez pas vous abonner, ne manquez pas ma vidéo gratuite sur les différences entre les sunnites et les chiites, qui est finalement indispensable pour bien comprendre les événements en Iran. Voilà, donc n'hésitez pas à déposer un commentaire. À très bientôt sur l'étoffe d'un chef.